Afin d'éviter tout malentendu, je préfère préciser tout de suite. Cette vidéo n'a pas pour but de minimiser les inégalités. Cette vidéo a simplement pour but de nuancer la perception que nous avons de ces inégalités. Bon visionnage. Alors vous l'avez sûrement vu passer en janvier dans les médias, en tout cas c'était difficile de faire autrement. Les 26 personnes les plus riches du monde posséderaient autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Cette comparaison a choqué les gens, et ça se comprend. On se demande bien à quoi il sert d'avoir des milliards de dollars ou même des dizaines de milliards de dollars dans le monde actuel, alors qu'il suffit simplement d'avoir genre 10 millions d'euros pour vivre dans le confort et le luxe absolu pour le restant de ses jours, quoi. Mais tout de même, à la lecture de ces articles et à la lecture de certains commentaires de gens à propos de ces articles, j'ai commencé à me poser quelques questions et à vérifier 2 ou 3 trucs, et je me suis dit que ça serait intéressant de les partager avec vous dans cette vidéo. Donc si vous le voulez bien, on va vérifier un peu tout ça et on va essayer de nuancer les choses sur plusieurs points. 1. Comparer des choux et des chèvres. Oui, je sais, cette expression ne veut rien dire, mais c'est juste un hommage à mon grand-père, Papy. Donc pourquoi on compare les choux et les chèvres en comparant les 26 plus riches et les 3,8 milliards les plus pauvres? Parce que d'un côté, on parle d'argent réel à disposition, c'est-à-dire chez les 3,8 milliards les plus pauvres, et d'un autre côté, on parle d'argent fictif, éventuel. C'est-à-dire que quand on dit que Jeff Bezos il a 112 milliards de dollars, ça veut pas dire qu'il a 112 milliards de dollars dans son compte en banque là maintenant tout de suite. Ça veut juste dire que l'ensemble de ses valeurs d'entreprise, de ses actions, possède une valeur potentielle à la revente de 112 milliards de dollars. Et là je suis pas en train de plaindre la liste des milliardaires de Forbes, hein, et ils sont quand même tous ultra blindés. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait déjà la comparaison de base elle est biaisée et en partie fausse. Si on comparait le patrimoine réel et directement accessible des uns et des autres, notamment en prenant en compte l'immobilier par exemple, on se rendrait vite compte que les chiffres seraient bien différents. Et justement, ça tombe bien. Une étude du prix Nobel d'économie Thomas Piketty en 2013, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, prend en compte justement ce patrimoine privé mondial réel composé des valeurs mobilières et immobilières. Et cette étude nous apprend que les 70 personnes les plus riches du monde pèsent environ 0,4% du patrimoine privé mondial, cependant que la moitié de l'humanité la plus pauvre pèse environ 5% de ce patrimoine privé mondial, c'est-à-dire 10 fois plus que les 70 personnes les plus riches. Ouais non, mais là tu parles d'une étude d'un économiste qui nous dit qu'il a pas trafiqué les chiffres, c'est ça l'économiste vendu au grand capital? Alors pour info, non justement, hein. J'ai fait exprès de vous citer Thomas Piketty, un économiste de gauche, proche de Benoît Hamon, favorable au revenu universel et fermement engagé contre les inégalités. Donc s'il a biaisé les chiffres de son étude, ça serait plutôt dans l'autre sens. Mais alors, vous me direz, jusqu'où il faut remonter pour obtenir cette comparaison avec la moitié de l'humanité? Eh ben, assez loin du coup. Les 350 personnes les plus riches pèsent 0,9% du patrimoine privé mondial, et les 2300 personnes les plus riches, c'est-à-dire la somme de tous les milliardaires du monde, ne pèsent toujours que 1,5% du patrimoine privé mondial. En réalité, il faut remonter jusqu'à plus de 10 000 personnes pour arriver aux fameux 5% du patrimoine privé mondial, c'est-à-dire l'équivalent de ce que possède la moitié de l'humanité la plus pauvre. Et il faut encore remonter jusqu'au top 1% des personnes les plus riches, c'est-à-dire 70 millions de personnes, pour arriver à l'équivalent de 50% du patrimoine privé mondial. Et c'est un chiffre qui se recoupe encore une fois assez bien avec une autre étude d'un économiste de l'université de Harvard, Branko Milanovic, qui avait calculé en 2016 que le top 1% des personnes les plus riches du monde posséderait environ 46% des richesses globales. Donc si on voulait rester exact, un vrai titre de journal qui hypothétiquement ferait son vrai travail de journalisme, devrait titrer « Les 10 000 personnes les plus riches possèdent autant que les 4 milliards les plus pauvres ». Ou bien encore « Les 70 millions de personnes les plus riches possèdent la moitié du patrimoine de l'humanité ». Ouais, alors c'est vrai, ça fait quand même un peu moins d'effet, c'est vrai que peut-être qu'il y aurait moins de clics, il y aurait moins de revenus publicitaires, tout ça, c'est vrai que ça serait dommage. Et pourtant, si on s'abstrait de cet a priori peu convaincant pour notre cerveau, qu'on ramène ces chiffres démentiels à des chiffres qu'on peut un peu plus se représenter, c'est choquant quand même, hein, je vous assure. Regardez, en termes de proportion, c'est comme si 10 personnes possédaient autant que 4 millions de personnes. C'est clairement inégalitaire, en soi ça suffirait de dire ça comme ça.
Mais c'est quand même un peu moins racoleur que le coût des 26 personnes, c'est vrai. Donc vous voyez, tout est une question de point de vue et on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Ce qui ne veut pas dire que l'idée derrière est fausse. Attention. Parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités, c'est juste qu'on présente cette idée dans les médias avec des chiffres faux et sensationnalistes. C'est dommage quand même. Et le pire, vous savez quoi? C'est qu'on nous ressort cette soupe tous les ans au même moment. Un marronnier des médias. Et oui, cette histoire de comparer les riches et les pauvres de cette façon, c'est un gros marronnier des médias. C'est-à-dire que c'est un truc qui revient d'une année sur l'autre. Un sujet un petit peu léger, facile, qui fait du clic facile, qui choque les gens à pas cher, hein, qui les fait s'indigner un petit peu sur les réseaux sociaux, ça fait du buzz, ça fait du clic, voilà, c'est pas mal comme truc. Et ça revient tous les ans en janvier. Les 8 hommes les plus riches ont autant que la moitié de la planète la plus pauvre, en janvier 2017. Les 1% les plus riches du monde possèdent autant que les 99% restants, en janvier 2016. Les 85 plus riches ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, en janvier 2014. Etc. etc. Alors, outre le fait que les chiffres sont assez incohérents d'une année sur l'autre, comme vous l'aurez sans doute remarqué, il est intéressant de constater que la source est toujours la même. Il s'agit de Oxfam. Mais alors, qui est Oxfam ? Oxfam est une organisation internationale, non gouvernementale, qui lutte contre la pauvreté, la famine et les inégalités. Donc bon, à première vue, c'est plutôt cool. Et je suis le premier à penser que des organisations comme ça, des structures comme ça sont nécessaires dans notre monde actuel et contribuent à sauver de nombreuses vies. Mais c'est aussi une organisation qui n'est pas scientifique, qui n'utilise pas la méthode scientifique, qui est profondément militante et dont le but affiché est de sensibiliser l'opinion publique à propos des inégalités. Et donc, je pense que vous me voyez arriver, comme tous les militants politiques traitant de sujets qui leur tiennent à cœur, ils sont évidemment très subjectifs et ils ont un peu tendance à gonfler leurs chiffres. Ceci nous explique donc la raison et la motivation derrière toutes ces exagérations et ces inexactitudes. En fait, les médias ne font que reprendre bêtement les données d'une organisation politique militante et non scientifique sans les vérifier. Mystère résolu. 3. La réalité, les inégalités ne cessent de se réduire. Nous entrons ici dans la partie de la vidéo qui va, je pense, le plus vous fâcher. Et oui, même si nous avons l'impression que les inégalités augmentent, elles ne font en réalité que baisser à l'échelle mondiale depuis le début de la mondialisation. Et voici quelques chiffres à titre d'exemple. L'extrême pauvreté de 1990 à 2015 a baissé de 1 926 milliards de gens en dessous du seuil de l'extrême pauvreté, soit 47% des pays en voie de développement, à 836 millions seulement, c'est-à-dire 14% des pays en voie de développement, en 2015. La sous-alimentation a baissé également drastiquement de 1990 à 2015, de 23,3% des pays en voie de développement à 12,9% des pays en voie de développement. Et la classe considérée comme moyenne des pays en voie de développement, qui gagne plus de 4 $ par jour, a triplé entre 1991 et 2015. Cette classe moyenne représentait 18% des pays en voie de développement en 1991 contre 50% en 2015. Et je vous conseille de regarder à ce propos la vidéo Don't Panic de Hans Rosling, un médecin, théoricien, statisticien suédois, qui nous montre qu'en fait, depuis 1963, le monde est devenu de plus en plus égalitaire en termes de répartition des revenus journaliers. Alors c'est une vidéo super intéressante, malheureusement elle dure 1 heure et elle est en anglais. Donc si vous voulez un résumé en français rapide et bien foutu, alors allez regarder la vidéo de Stupid Economics sur le monde de plus en plus égalitaire, que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes étonné de cette nouvelle, alors sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir une mauvaise perception des inégalités dans le monde. Mais alors qu'est-ce qui altère notre vision de la réalité à ce point-là ? Eh bien en fait, il faut savoir que si la mondialisation a eu globalement un effet très bénéfique sur les inégalités, la pauvreté et la faim dans le monde, elle s'est faite en revanche au détriment des classes moyennes des pays riches. C'est-à-dire moi, vous, nous quoi. Donc nous, on a perdu en pouvoir d'achat depuis les années 2000 et ça ne fait qu'empirer. Il y a donc en conclusion un graphique très intéressant que je voudrais partager avec vous qui permet de voir tout de suite qui sont les gagnants et les perdants de la mondialisation. C'est le graphique de l'éléphant de la mondialisation. Sur ce graphique, on voit qu'une partie des gens extrêmement pauvres n'ont pas bougé, qu'une grande partie des classes moyennes du tiers-monde ont ramassé la plus grosse partie de l'enrichissement mondial, que les plus riches se sont bien gavés aussi au passage, et que les classes moyennes des pays riches n'ont rien gagné du tout. En fait, l'explication elle est simple et elle est logique, c'est juste qu'avec la mondialisation, la classe moyenne des pays riches, elle est entrée en concurrence avec les classes moyennes et pauvres des pays pauvres. Donc forcément, ils se sont enrichis à nos dépens. Mais la vision d'une mondialisation qui ne profiterait que à 1% de la population mondiale la plus riche,
C'est une vision en grande partie fausse et démentie par tous les chiffres disponibles. Ou plutôt, c'est une vision très simpliste des choses et qui fait abstraction de toute la complexité du sujet, quoi. Alors après, par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas lutter contre les inégalités, hein. Les inégalités, c'est vrai que ça provoque tout un tas de problèmes sociaux. Il y a d'ailleurs une corrélation non équivoque entre le niveau d'inégalité d'un pays et son niveau d'éducation, de bien-être, de santé, d'espérance de vie, de criminalité, etc. Je vous recommande à ce propos l'excellente conférence TED de Richard Wilkinson que je vous mets en lien aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant que tous ces chiffres vous ont pas trop saoulé et que ça vous aura quand même appris 2 ou 3 trucs. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir à faire toutes ces recherches pour compléter mon opinion sur le sujet des inégalités. Parce que je pense que c'est quand même jamais bien bon d'avoir des idées simplistes et fausses comme celles qu'on nous sort tous les ans, quoi. Allez, à bientôt les sceptiques! You and a princess, this line I sang. I am the loser who can get better.